Fait de l'accompagner. Et ça, personne ne peut le faire pour le coup, beaucoup à leur place. Après, ça permet aussi de tresser finalement une ligne entre ce qui est attendu pour un niveau CAP et ce qui est attendu pour un niveau Bac Pro, où là, fondamentalement pour moi, c'est la question de justement prise de recul et de prise en compte de la satisfaction client qui va être un marqueur, plus ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la possibilité après d'être dans la gestion et du coup d'avoir un profil qui, à moyen terme, est peut-être plus évolutif qu'un CAP qui part de plus loin. Mais pour autant, aujourd'hui, je pense que les deux, et justement par rapport à ce besoin vraiment de polyvalence, ont leur place en magasin. Et la question que vous évoquiez en disant, mais quelque part, pourquoi vous n'en avez pas plus de ces CAP, je dirais, la réponse est que spontanément, je l'évoquais tout à l'heure, les gens ne viennent pas non plus nous en proposer énormément. Tout simplement parce que derrière, on n'est pas de ce point de vue-là attractif et que dans l'imaginaire, tout le monde peut mettre en rayon, que finalement ça semble de loin comme ça très simple, très répétitif, et que finalement on se dit, et on le voit bien dans les profils qui viennent déposer un CV chez nous, c'est rarement un premier métier, entre guillemets en tant que tel, c'est suivant dans un parcours professionnel où à un moment donné, il y a une offre, j'y vais, je vois et je reste. Mais on a aussi cet aspect, ce double aspect qui est de se dire finalement, pendant longtemps les métiers d'équipier de vente ou d'équipier libre-service, suivant les conventions, comment on les appelle, à mon avis, ont eu un défaut de valorisation de compétences, comme celui de l'assistante de caisse, où on se dit finalement, tout ce qu'on entend en caisse en disant si tu ne travailles pas, quand les gens passent avec leurs enfants, en disant si tu ne travailles pas, tu finiras comme la dame. D'accord ? Sauf que passer 3 clients par jour, tout le monde peut le faire et on est tous d'accord, c'est pas compliqué. Le faire pendant 7 heures d'affilée avec le même sourire, la même cadence et prendre en plus du plaisir à le faire, ça nécessite des compétences. Et je pense que cet imaginaire-là qui a été projeté et sur lequel on est vraiment réussi à faire évoluer grâce aux nouvelles technologies, la perception du métier des caisses, je pense on a le même enjeu sur les métiers entre guillemets de la surface de vente, où là on a aujourd'hui, on a un vrai besoin de compétences. Enfin, ce qui a été exprimé, c'est aujourd'hui des arbitrages entre des clients électroniques, entre les tâches que je dois faire, entre la propreté du magasin, etc. Et donc, ça en fait des métiers, pour le coup, très riches et très complets. Et quand on dit très riche et très complet, on a besoin de connaissances, de savoir et de compétences. Et je pense qu'on a à travailler. La refonte est une brique. Et nous, derrière, notamment au niveau des RH, à réfléchir aussi comment on peut intégrer ces jeunes par la suite. Moi, ce que je trouve intéressant dans le nouvel intitulé du CAP, c'est équipier polyvalent. Aujourd'hui, nos équipes ne peuvent pas travailler de façon individuelle. Et donc, on a aussi un plan de transformation managériale au sein de Métro, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui veulent travailler en équipe, se lassent assez vite de tâches comme de la mise en rayon. On a accueilli pendant de nombreuses années des jeunes en classe métro, on appelait ça les classes métro, des jeunes à bas niveau de qualification. Et on s'est rendu compte en les formant qu'ils nous disaient assez rapidement, mais nous on ne veut pas faire de la mise en rayon 100% de notre journée. Et donc, on a aussi à transformer nos métiers en interne parce que aujourd'hui, un jeune, il veut être aussi impliqué dans les décisions de son point de vente. Et aujourd'hui, nos équipes, elles fonctionnent. On parlait de polycompétences. Aujourd'hui, un manager qui travaille au rayon fruits et légumes, il va travailler avec un employé commercial à la brasserie. Et il va travailler aussi avec un assistant manager qui est peut-être à la sucrée, parce que ensemble, ils décident d'actions pour nos clients. Voilà, donc les jeunes qui arrivent aussi sur nos structures nous disent, nous, on ne veut pas faire que de la mise en rayon. On veut aussi être impliqué dans les décisions. On veut aussi travailler inter-service, inter-rayon.
Ça nous intéresse aussi de savoir comment les collègues travaillent. Donc, ils font des vies ma vie aussi, ils s'organisent entre eux. Il y en a un qui va à la marée, il y en a un qui va peut-être à la brasserie ou ailleurs. Et ils sont en recherche, ils sont assez curieux aussi d'aller expérimenter d'autres façons de travailler dans la journée, d'autres clients, parce qu'ils se lassent aussi assez vite. Donc, et puis j'ai envie de dire, c'est pas tant un diplôme que l'on recherche aussi, même si quand on arrive sur des postes à direction, le diplôme peut-être à son importance, mais quoique on est dans les métiers où l'évolution interne elle existe, c'est plus un état d'esprit qu'on recherche. Donc on a aussi à travailler beaucoup, que ce soit dans nos entreprises, à travers nos programmes de formation, nos parcours de formation, mais aussi au sein de l'éducation nationale, je pense, si je peux me permettre, on a à travailler l'état d'esprit et les comportements, parce que le basique, et ça existe depuis de nombreuses années, quand un client y vient, que ce soit au téléphone ou de façon physique, le b.a.-ba, c'est de dire bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider, et puis de saluer aussi pour conclure l'acte de vente. Voilà, donc on est aussi à former dans nos entreprises sur le b.a.-ba, mais ça à tous les niveaux. On a lancé un plan de formation en 2017 où on a formé 7000 collaborateurs, on est 9000 chez Métro, on a formé 7000 collaborateurs du COMEX aux employés commerciaux à des basiques de savoir dire bonjour, merci, au revoir, parce qu'il faut revenir à ce type aussi de fondamentaux. Voilà. Alors, ce à quoi vous faites référence, c'est finalement aux compétences transversales qui effectivement sont une donnée absolument essentielle aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que demain, beaucoup de métiers qui seront dans les années à venir ne sont pas encore connus aujourd'hui. Et effectivement, l'éducation nationale doit nécessairement, dans ce contexte-là où les métiers ne sont pas forcément connus, conduire davantage de jeunes à détenir des compétences transversales qui leur amélioreront demain leur employabilité. Et je pense que vous l'avez bien évoqué les uns et les autres au travers, ne serait-ce que la capacité de prise de recul et d'arbitrer entre différentes situations, à s'adapter à un contexte donné, au-delà effectivement des capacités, enfin des compétences liées à la communication, des basiques en matière de communication verbale et peut-être même aussi non verbale. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, parce que nous c'est quelque chose qui est finalement assez récent. Jusqu'à présent on avait beaucoup de mal à faire entendre, y compris dans l'écriture des référentiels, que l'on devait écrire des compétences transversales en plus des compétences professionnelles. Sur les 3 dernières rénovations que j'ai pu faire, j'ai dû me battre beaucoup pour le faire écrire parce que ce n'était pas considéré comme des compétences. Et pour autant, chaque fois qu'on rencontre des représentants de la profession, bon, ils nous disent qu'on n'a pas besoin des diplômes. Ça nous embête un peu. Mais, mais au-delà de ça, c'est une boutade. Mais c'est vrai, on l'a eu entendu plusieurs fois. Parce qu'en fait, très clairement, ce qu'ils veulent nous dire, c'est qu'on a un travail de fond à faire sur comment est-ce qu'on fait pour faire progresser les élèves dans les compétences transversales. Et c'est pas seulement la politesse, c'est effectivement un ensemble de compétences que l'on va développer, la capacité à travailler en équipe, peut-être aussi que vous évoquez tout à l'heure. Alors je vous laisse la parole là-dessus, sur ces compétences transversales. Quelles sont vos attentes ou quels sont les manques que vous constatez aujourd'hui et dont vous aimeriez voir davantage les jeunes dotés? La première partie qui me vient, même si tous les enfants aujourd'hui sont nés avec un smartphone dans les mains, mais la partie un peu digitale, parce que pour notre part, on a mis en place des caisses digitales pour le coup. Et ça a été compliqué pour certaines personnes. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais, dès le recrutement, on est sur du digital. Et là, on perd déjà beaucoup de monde. Donc je pense qu'il y a un travail là-dessus. Et après, vraiment la partie être capable de faire une chose, puis après une autre qui est totalement différente. Vraiment d'être polyvalent. Alors vraiment, la polyvalence est le mot, quoi. Alors, je vais être un peu plus terre à terre. Franchement, sur l'apprentissage, c'est déjà d'inculquer à toutes les personnes qu'on embauche
l'utilisation du smartphone, aujourd'hui, c'est utilisé à outrance et même pendant le temps de travail. Je pense, encore une fois, je vais vous prendre à témoin, mais les clients, quand ils passent en caisse et qu'ils voient le caissier ou caissière avec le smartphone dans les mains, donc on se bat au quotidien avec ça, et c'est sûr que quand on a une personne qui vient comme ça de l'école et qui arrive dans le monde de l'entreprise que l'on forme, lui faire comprendre qu'il ne doit pas utiliser son smartphone pendant 6 heures, tout du moins pendant son temps de travail, c'est très compliqué. Plaisanterie mise à part, c'est sûr qu'il y a un gros travail à faire de la part de l'éducation nationale, mais également de la part des entreprises, sur l'utilisation des nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui on est en plein dedans, et je veux dire, toutes les entreprises se battent justement pour être innovantes. Mais parfois, le cursus scolaire est assez compliqué pour certains de nos alternants quand ils reviennent en entreprise en nous disant en fait j'ai un projet d'entreprise, mais on nous demande un dossier assez pharaonique à mettre en place, et dans votre établissement on ne voit pas ce qu'on peut faire de plus. C'est vrai que les jeunes sont un peu désemparés, donc il y a peut-être effectivement un peu plus de relations, on va dire, école-entreprise, due à ces transformations à travailler. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas forcément au fait de ce que souhaitent les écoles. Et derrière, les écoles, la partie scolaire, en fait, a du mal à voir aussi ce que font aussi les entreprises. Et ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus, entre la partie scolaire et la partie entreprise. Sur les compétences en tant que telles, je pense que ça a été dit. Aujourd'hui, le digital, c'est montré, mais pour le coup, c'est pas qu'un gadget, puisque aujourd'hui, passer une commande, ça passe par des outils de tablette, etc. Et donc, il faut effectivement une certaine agilité par rapport à l'utilisation de ces produits. Et je rejoins ce qui a été dit, même si c'est un autre sujet pour vous, mais c'est un gros sujet pour la branche d'une manière générale. On est une branche professionnelle qui effectivement n'a pas forcément, je ne sais pas si pas besoin de diplôme, mais en tout cas avec dans cet imaginaire-là une facilité pour y rentrer, sauf qu'aujourd'hui, on a, et si je prends l'exemple de Carrefour, on a quasiment un tiers de la population qui n'a pas un niveau équivalent à celui du BEPC. Et demain, il va falloir qu'on accompagne tous ces collaborateurs à utiliser des outils, qu'on le veuille ou non, pour leur quotidien, pour passer une commande, mais y compris pour lire son bulletin de paye, y compris pour faire un certain nombre de choses, et qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de le faire spontanément, parce que on a l'image que tout le monde utilise son smartphone, etc. Moi, je peux vous dire que ce n'est absolument pas le cas, et que fondamentalement, il y a une vraie rupture, entre guillemets, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que c'est évident que c'est un attendu pour un jeune qui aujourd'hui rentre sur le marché du travail, pas uniquement dans le cadre de la distribution, mais c'est forcément un attendu parce qu'il faut qu'il sache. Et il gagnera d'autant plus de temps que derrière, à un moment donné, même si on met des programmes en place, je ne suis pas persuadé que les entreprises, on a tellement à former par ailleurs sur ce sujet que si on a effectivement des jeunes qui sont déjà à l'aise avec la bonne limite et le bon dosage, mais qui sont déjà à l'aise, forcément, on va réussir. Après, je pense qu'il faut pas négliger non plus. Alors je sais que c'est un peu mon cheval de bataille, mais quand on prend quelqu'un qui a un diplôme ou qui est en formation, c'est certes pour qu'il ait des compétences techniques, mais à la limite ça me pose moins de problèmes, mais qu'il ait pour le coup des comportements qui soient en lien avec ce qui est attendu. Alors je sais que c'est compliqué parce que vous avez les mêmes dans la classe que ceux qu'on a dans notre magasin. Sauf qu'à la limite, vous, ça perturbe potentiellement le sujet. Nous, ça pose un vrai problème vis-à-vis du client et ça pose un vrai problème vis-à-vis des collègues, donc de l'ambiance générale dans le magasin quand vous avez quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas aligné de ce point de vue-là. Donc je crois que là-dessus, il faut vraiment qu'avec les maîtres d'apprentissage, les profs, de votre côté, on ait un maillage complet et un discours qui soit quelque part qui soit uniforme pour que la faille n'existe pas. On ne peut pas aujourd'hui avoir dans le commerce des gens qui ne sachent pas se tenir, qui ne soient pas polis, qui ne soient pas, je suis désolé de le dire, mais qui ne soient pas propres.
qui ne soit pas à l'heure, etc. Dit joliment pour enjoliver le truc et faire un peu technique, on parle aujourd'hui de soft skills sur ce type de choses, mais chez nous, c'est pas du soft skill, c'est juste du b.a.-ba. Et donc, il faut vraiment et je vous jette pour le coup absolument pas la pierre, il y a les travails des parents, des familles, etc. Mais en tout cas, on a un travail d'alignement là-dessus qui est essentiel. Je ne veux pas dire pour ne rien laisser passer, mais pour qu'à un moment donné, on ait un vrai sujet d'action. Et derrière, en termes de compétences, on l'a dit, c'est des gens qui vont potentiellement pouvoir évoluer. Pour moi, la curiosité et l'ouverture restent des choses qu'on doit trouver dans des parcours issus de l'éducation nationale. On disait tout à l'heure, et c'est une des pistes on utilise assez peu les CAP parce que je pense que comme métro, on a fait énormément sur ce type de poste des contrats de professionnalisation dans le cadre de CQP. Et donc, on forme sur la partie technique. La différence que vous pouvez apporter, pour moi en tout cas, c'est que quelqu'un qui vient de l'éducation nationale, il doit avoir un socle de connaissances qui est en lien avec ce qu'on attend de l'éducation nationale. C'est-à-dire quelques cultures, un peu de culture générale qui va l'aider à avoir de la curiosité et de l'ouverture. C'est pas grand-chose, mais à un moment donné, savoir qu'on peut aussi s'auto-former, aller chercher de l'information, c'est des choses qui me semblent aussi importantes pour eux. Et même sur un niveau CAP, parce que à son niveau, je prends toujours cet exemple, mais si je suis en rayon, je peux aussi m'intéresser aux produits et je peux aussi avoir envie d'aller chercher des recettes qui vont avec, etc., pour donner des renseignements. C'est juste de la curiosité, il faut juste avoir envie et l'habitude de le faire. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible. On ne peut pas tout caler et il est important qu'à un moment donné, ils aient cette curiosité. Moi, je suis surpris sur le fait que beaucoup viennent, ils travaillent, mais ils ne sont pas spécialement curieux de ce qu'ils font. Et je pense qu'il n'y a aucun manager qui refuse, quand on lui pose une question, de donner du sens ou d'expliquer ce qui se passe. Mais je parle du directeur, mais même sur des niveaux aujourd'hui Bac Pro ou BTS, quelqu'un qui vous pose une question sur ce qu'il fait en magasin, l'impact que ça a sur un ensemble, je peux vous assurer que c'est 3% de la population. Hein. Donc, ça me semble quand même inquiétant parce que en termes d'ouverture, je peux me lasser de ce que je fais, mais enfin celui qui m'explique que dans la distribution il s'ennuie, c'est pas possible. Hein. Il y a une partie rébarbative, mais il y a énormément de choses à côté, avec des choses à aller chercher. Mais ça, on essaye de leur donner, c'est aussi un travail de curiosité et d'habitude, pour moi qui est important. Complètement, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de la voie professionnelle, mais elle fait l'objet d'une transformation de la voie professionnelle donc depuis le mois de septembre, avec un des objectifs essentiels qui est de conserver les spécificités de la voie professionnelle à la française, c'est-à-dire qui, contrairement, alors vous évoquiez les CQP, mais contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays en Europe où on est essentiellement sur la construction de compétences techniques, en France, on a fait le choix de conserver un enseignement général, une élévation de l'élève vers un minimum de culture et de curiosité, et c'est effectivement cela qu'on doit absolument conserver au travers de la transformation professionnelle, d'où aussi la mise en œuvre des dispositifs comme la co-intervention et le chef-d'œuvre qui contribuent complètement, qui doivent contribuer complètement à cet objectif de faire en sorte que l'on forme des citoyens, des personnes qui prennent du recul et qui ont une analyse critique et qui ne soient pas seulement dans l'action sans réfléchir aux conséquences des actions, en fait. Et qui soient aussi dans la capacité de communiquer à l'écrit et à l'oral, parce que bon, vous avez évoqué les relations clients, mais je vous vois réagir, donc peut-être que vous voulez reparler de cela. Enfin, il y a les basiques du téléphone portable, mais juste sujet, verbe, complément pour pouvoir s'exprimer correctement, c'est juste un attendu, quoi. Et à un moment donné, on a aussi des gens qui n'utilisent pas le bon mot de vocabulaire pour exprimer exactement quelque chose. Ça aussi, c'est notre quotidien. Et pour le coup, avec la vision en tout cas que moi j'ai du rôle et de la mission de l'éducation nationale, autant comme je peux le comprendre de quelqu'un qui est en reconversion, qui a connu un parcours chaotique, mais si je prends un apprenti, il faut qu'il soit accompagné là-dessus, sur ces éléments-là. Tout comme pour un apprenti boulanger, je ne peux pas avoir quelqu'un qui ne sache pas faire une règle de 3, parce que c'est la base de son métier, qui ne sache pas faire la différence entre grammes, kilogrammes et mesurer une température de pâte. Moi, je ne peux rien faire derrière. Donc pour chacun, quelque part, pour chacun des métiers qui sont attendus, il y a effectivement des compétences de base. Si demain on veut travailler dans le commerce,
savoir correctement s'exprimer en français sans avoir quelqu'un qui ait une facilité, ça c'est encore une autre compétence, mais juste qui sache répondre et qui connaisse les règles de base et le vocabulaire de base. Et aujourd'hui, on en est, pour le coup, assez loin dans certains cas. Dans certains cas. Alors le souci aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui ont un diplôme pensent pouvoir évoluer directement en étant notamment directeur. Moi, ça fait 24 ans que je fais ce métier-là et j'ai commencé, j'étais caissier étudiant. Donc nous, on leur dit, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, vous comprenez bien qu'un métier comme le nôtre, si je prends mon poste de directeur aujourd'hui, je gère aussi bien du RH que du commerce. Quand je vous dis RH commerce, ça veut dire que derrière, il y a une législation. Sur la législation sur le droit du travail, sur le droit du commerce. Enfin, il y a énormément de choses à acquérir. Et ça, qu'on prenne le CAP, qu'on prenne le bac pro, qu'on prenne le BTS, voire plus, ils s'en rendent compte en fait au bout de la première année. Donc on est obligé de les freiner effectivement parce que on a des gens, enfin moi, c'est peut-être aussi un mensonge aussi à un moment donné qu'on leur dit, c'est que passer un bac pro et derrière vous serez manager ou directeur, c'est fini ça. Aujourd'hui, pour être directeur de magasin, c'est niveau bac plus 5, voire bac plus 5 avec expérience. Donc ça, ils arrivent à le comprendre dès l'instant où on leur montre, et encore faudrait-il que le professionnel leur montre, parce que ça aussi, il faut en parler, c'est qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de personnes en apprentissage, mais derrière, il faut bien leur apprendre le métier. Et parfois, dans certaines entreprises ou dans certains commerces, malheureusement, l'étudiant, enfin, l'apprenti a du mal parce qu'on ne lui montre pas grand-chose, mais quand on lui explique effectivement la démarche et surtout ce qu'il a à accomplir, ça prend du temps. Donc oui, effectivement, faut leur dire la vérité, hein, faut pas faire semblant et leur dire que ça prend du temps. Aujourd'hui, on cherche des personnes volontaires. La grande distribution est quand même un secteur d'activité qui est plutôt difficile. On peut y arriver en interne, mais derrière, ça demande beaucoup d'exigences. Et ça, aujourd'hui, quand on a un apprenti et qu'on le forme la première année, cette exigence, il ne l'a pas. Il arrive à l'acquérir au bout de 2-3 ans, mais la première année, il ne l'a pas. Donc oui, il faut du temps pour qu'un élève puisse devenir un vrai professionnel. Alors c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous gagner les fortunes que gagne Neymar, que la famille Kardashian peut avoir. Ils veulent tous travailler dans le luxe. Sauf que la réalité des choses, c'est ce qu'on leur dit hein, quand on fait un exercice de photolangage avec eux. Ils nous mettent des belles photos, hein, de belles voitures, de belles montres, de beaux sacs. Sauf que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est que... comme dans tous les métiers, il faut d'abord savoir faire ses preuves, que quand on est dans un groupe de 9000 collaborateurs, il y en a peut-être 3000 qui veulent aussi évoluer depuis 2 ans qu'ils sont chez nous. Donc voilà, on est effectivement à calmer un peu leurs envies en leur disant, écoute, d'abord fais tes preuves, montre-nous de quoi tu es capable, montre-nous que tu es curieux, que tu es responsable dans ta fonction, que tu es autonome aussi. Et puis après, on a la chance d'avoir encore plein d'exemples à leur montrer et que les carrières sont possibles dans les métiers du commerce. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. Voilà. Mais il faut qu'on soit très clair avec eux parce que ça ne sert à rien de leur faire croire des choses auxquelles on ne pourra pas répondre aussi vite que leurs envies. Hein. Non, je pense que ça a été dit. Nous, on les met concrètement sur le terrain, on leur dit la vérité dès le départ. Ils s'aperçoivent très vite, finalement, dans ce qu'ils ont à savoir faire, qu'il en manque pas mal de choses. Il y a plein d'exemples autour d'eux de gens qui ont évolué en interne, qui connaissent tout ce parcours qui est quand même plus ou moins long selon les capacités de chacun. Mais quand on est devant le fait accompli et qu'on voit qu'on ne sait pas, on voit qu'on a des choses à apprendre
Tout simplement, je pense que c'est la meilleure des réponses à leur apporter. Et juste pour compléter, je crois aussi que, alors effectivement, il y a de l'impatience, parce que la société aujourd'hui est impatiente, et surtout, donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on a à travailler en relation, c'est-à-dire que la notion d'étape et d'effort, aujourd'hui, elle est complètement absente, c'est-à-dire qu'on voit la finalité, on ne voit pas le chemin pour y arriver. Et je pense que le travail des managers, des directeurs de magasins et des entreprises, c'est justement de montrer qu'il y a des étapes. Après, du point de vue RH, en termes d'accompagnement des ressources humaines, ça veut dire qu'il faut aussi structurer des parcours et il faut structurer aussi des entretiens qui, à un moment donné, permettent de dire là où tu en es. Et ce travail-là, il est essentiel et en même temps, il prend énormément de temps. Donc ça veut dire que pour le faire bien, il faut effectivement prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi pour l'instant tu ne vas pas passer à l'étape d'après. Donc à la fois il faut écrire les parcours, montrer le chemin, montrer la lisibilité et en même temps pour chacune des étapes apporter un regard et une perspective de là où j'en suis pour que chacun puisse se faire. C'est juste une anecdote, mais cette problématique, moi qui souhaite aussi une vision sur le siège, je l'ai aussi avec des étudiants qu'on appelle des graduates dirigeants chez nous, qui sont recrutés de grandes écoles, HEC et compagnie, et qui au bout de 5 ans viennent voir en disant bon bah alors, quand est-ce que je prends la direction d'un pays, quand est-ce que je prends la direction du truc? Mais sans se démonter, mais absolument avec la même affirmation du quand est-ce que je passe manager. C'est alors, je prends quand l'Argentine, le Brésil, bah écoute, on va peut-être attendre un peu parce qu'effectivement, tu as juste 30 ans en fait, et pour l'instant, tu en es au début. Mais on a cette problématique globale du toujours plus vite. Alors qu'en fait, on essaye de se dire, allez-y. Enfin, moi je sais qu'en formation, ce qu'on essaye d'être valorisé, c'est profiter de chacune des étapes. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, quand on fait des bilans, moi sur les graduates, c'est pas le sujet, mais en fait, il leur manque énormément de choses. Dans le vécu, il faut du temps. Tu l'as exprimé, mais pour être un bon directeur de magasin, c'est moins technique que d'encaisser des expériences. Parce que les schémas se reproduisent. Mais si je ne les ai pas vécus, je ne peux pas avoir la bonne réactivité à l'instant T. Et ça, c'est vrai pour tous nos métiers. Enfin, pour tous les métiers d'une manière générale, d'ailleurs. Y compris les enseignants. J'allais vous le dire, on voit des jeunes agrégés qui arrivent et qui veulent tout de suite être profs en classe prépa. On a les mêmes. Des questions, il y en a plein. Alors, Marie. Merci. Je partage tout à fait votre ressenti par rapport à des diplômes bac et plus. Par contre, au niveau du public de CAP, je pense qu'ils n'ont pas justement cette ambition dont vous parlez. Et c'est à regret même d'ailleurs, parce que le public de CAP manque d'ambition parfois, parce que l'estime de soi est pas très, très haute, très faible. Et justement, je partage pour les bacs et masters, etc. Mais par contre, le CAP, lui, aurait peut-être besoin d'un petit coup de boost, justement, pour pouvoir avoir des postes un peu plus à responsabilité. D'où l'enjeu de notre CAP EPC. Là. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais c'était juste une remarque. Je pense que les deux ne sont pas antagonistes. En tout cas, moi, je le partage. Et du coup, d'où l'importance de ce que je disais, d'avoir des visions sur des parcours et que chacun puisse savoir où il va à l'instant T. Peut-être qu'un gars de CAP, au bout de 5 ans, serait capable de prendre l'argent. Oui, certainement. Moi, j'en suis convaincue. Non, mais j'en suis convaincue. À partir du moment où ils s'en donnent les moyens, c'est sûr. Il aura peut-être plus de hargne pour y arriver. Ce qui est important, et moi je vous invite vraiment à solliciter les enseignes, venez visiter nos points de vente, venez rencontrer nos professionnels. Et il faut vraiment que le jeune, alors je sais que le choix de l'orientation n'est pas évident, mais un jeune pour qu'il accepte de travailler dans le commerce, ben, il faut qu'il aime aussi ce métier-là. Il faut qu'il aime le métier d'être en contact aussi avec des individus. Et parfois, on se retrouve face à des jeunes qui n'ont peut-être pas fait le choix, qui se retrouvent par défaut dans les filières du commerce. Donc, dès la 3e, moi j'invite aussi, ou la 5e, même si ça paraît jeune pour des jeunes de se dire je suis en 5e, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Mais voilà, si on les ouvre déjà à des métiers, à des enseignes, c'est quelque part déjà mettre un premier pas dans ces secteurs-là.
Parce que les jeunes ont une méconnaissance aussi des métiers, hein, quel que soit le métier. Et des fois, ils découvrent qu'il y a de la modernité aussi dans nos métiers, qu'on ne fait pas que de la mise en rayon. On a aussi entre les mains un smartphone et on fait du commerce à travers un smartphone. Donc n'hésitez pas non plus. Moi, je vous invite aussi à être un peu les porte-parole pour que on n'est pas assez sollicité, nous, dans les enseignes pour être visités. Voilà. Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est vrai que j'entends que vous échangez les uns et les autres entre vous. J'ai quelques idées sur les éléments qui ont fait sens et tilt. Parce qu'effectivement, sur les formations du type CAP, on a souvent des élèves qui sont là par non-choix. Et donc, la difficulté qu'ont les enseignants, on en reparlera, mais c'était typiquement le cas pour ce type de CAP, c'est d'avoir des élèves qui, du coup, ne sont pas motivés parce que ce CAP-là était leur 3e ou 4e ou 5e choix, voire ils ne voulaient pas du tout aller en CAP et en voie pro. Donc, on a un vrai problème d'attractivité de la voie professionnelle sur laquelle on doit travailler encore beaucoup parce qu'effectivement derrière il y a un déficit d'information et il y a maintenant le parcours à venir qui existe au collège et dans lequel s'inscrivent parfaitement des visites d'unités commerciales pour effectivement faire découvrir les métiers. Mais c'est une vraie question qu'on se pose. On avance là-dessus, mais on a encore effectivement des taux de pression, on appelle ça des taux de pression chez nous, très bas sur ce type de CAP. Contrairement par exemple aux CAP pâtissier-boulanger qui ont des taux de pression très forts. Voilà. Mais sur le CAP, les ex-CMS, donc employés du commerce multispécialité et employés de vente spécialisée, sont souvent non choisis. L'élève y va parce que c'est le lycée à côté de chez lui, ne sait absolument pas ce qu'il s'y fait, ne distinguait pas ECMS, EVS, etc. Et donc effectivement se retrouver dans une situation d'absence totale de motivation. Sans compter effectivement ce qu'évoquait Marie tout à l'heure et qui est absolument essentiel, qui est que ce sont des enfants, je dis enfants parce qu'ils arrivent jeunes maintenant à 14 ans, qui ont souvent été cassés dans notre système, qui n'ont pas plus ou pas d'estime de soi et qu'il faut donc reconstruire déjà. Donc c'est vrai que quand vous les recevez, vous qui sont en CAP en seconde, ils sont jeunes et souvent en plus ils n'ont pas toujours été bien traités par le système éducatif à un moment donné et donc il y a tout ce travail de reconstruction. Donc à la fois reconstruire l'identité, les faire aimer à nouveau l'école si ce n'a jamais été fait et en plus les préparer à une insertion professionnelle réussie. Donc c'est vrai que les enseignants ont un triple objectif qui n'est pas forcément facile à atteindre, mais effectivement, lorsqu'on a en face de soi des entreprises qui ont à cœur, comme vous le disiez tout à l'heure, d'échanger pour effectivement comprendre les attentes des uns et des autres, c'est aussi extrêmement important, et ça favorise la mise en œuvre de situations de formation qui sont réellement porteuses d'apprentissage. Mais pour ça, effectivement, il faut que les partenaires se connaissent bien et puissent travailler ensemble. D'autres questions ? Alors, si vous permettez, je dois juste répéter un tout petit peu la question de façon à ce qu'elle soit enregistrée, parce que comme on n'a pas de micro, les questions ne sont pas enregistrées par l'ordinateur. Donc la question porte sur les interlocuteurs possibles au niveau local pour améliorer l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'effectivement, en CAP, nous accueillons beaucoup de jeunes qui viennent là par défaut, et aussi beaucoup de jeunes en situation, qui ont des besoins éducatifs particuliers. Ça peut représenter parfois la moitié d'une classe de 12 voire plus. Et donc, c'est aussi une vraie question qu'on se pose, parce que si on veut les amener à construire les compétences, il faut qu'on puisse travailler avec les entreprises, qu'elles acceptent de les accueillir et qu'ensemble, on avance sur ce sujet. Alors nous, on était très mauvais jusque-là, parce que la partie handicap, quand on demandait qui en était responsable chez nous, il y avait personne levait la main. Donc là, je ne suis pas le bon exemple. Mais on travaille justement sur le sujet. On a tout un service santé et qualité de vie au travail qui travaille sur le sujet. On a différents handicaps dans toutes nos régions maintenant. Donc on est en train de travailler sur le sujet pour qu'il y ait justement un référent un peu plus régional pour tous nos points de vente. Alors chez Carrefour, le handicap est quelque chose d'important parce que on travaille dessus depuis maintenant pas mal d'années. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, maintenant, pour nous, ça devient naturel. Du coup, on travaille régulièrement
à la formation notamment pour le handicap. On a des chargés de handicap et on a même des référents magasins. Dans chaque magasin, on a un référent handicap. Après, voilà, on est très peu sollicité. Et là, pour le coup, je ne veux pas jeter la pierre, hein, parce que c'est absolument pas le sujet, mais on a très peu d'écoles qui viennent nous voir pour nous dire, voilà, on a une personne avec un handicap. Il faut savoir que Carrefour met à disposition en plus un budget pour le magasin qui souhaiterait prendre quelqu'un avec un handicap lourd. Donc en plus, on est budgétisé, nous, par magasin pour pouvoir accueillir une personne handicapée en fonction de son handicap. Donc pour nous, c'est un sujet qui maintenant fait partie du quotidien. Reste maintenant aux écoles, quand vous rencontrez une personne qui souhaiterait se rapprocher, enfin d'avoir un magasin près de chez lui, notamment, tout du moins d'un Carrefour Market, de pousser la porte du magasin et puis de lui dire, voilà, est-ce qu'il y a des disponibilités? Alors, encore une fois, c'est en fonction des disponibilités en magasin, mais sinon, non, pour nous, on traite le sujet comme tous les autres sujets. Et, là, pour le coup, je pense qu'on est un peu précurseur aussi, parce qu'on a travaillé depuis plusieurs années dans ce domaine-là. Je crois qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils à disposition. On a des aides financières aussi dans les entreprises. Donc, c'est pas embaucher des travailleurs handicapés, c'est vraiment pas un sujet sur lequel on se pose la question. C'est à partir du moment où le profil est intéressant. Aujourd'hui, nous, on va faire une expérimentation aussi avec des jeunes autistes. Parce qu'il y a des métiers où on peut très bien intégrer des jeunes autistes. Moi, je suis maman d'un enfant dyspraxique, donc je peux vous dire que je suis confrontée à ça tous les jours au sein de l'éducation nationale, puisqu'on refuse à mon enfant d'utiliser un ordinateur au collège. Donc moi, ça me met en boule, parce que cet enfant-là, il est en souffrance tous les jours, parce que tous les jours, on lui demande d'écrire des pages et des pages, et il est, au bout d'un quart d'heure, il est limité dans la concentration, il se fatigue vite. Donc moi aussi, je me bats tous les jours aussi avec, non pas les enseignants, parce que les enseignants, ils s'adaptent à mon enfant, et ça, franchement, ils font un très beau boulot, mais plus avec un médecin scolaire qui refuse l'utilisation d'un ordinateur. Voilà, donc en tous les cas, dans les entreprises, à partir du moment où l'individu a envie de travailler et peut travailler, on lui met les outils qui vont bien, et puis au contraire, je trouve que c'est très valorisant pour les équipes, parce que les équipes, elles s'entourent de cette personne-là, et elles font en sorte que ça se passe bien pour elles. Donc on a aussi des équipes qui sont dans l'entraide, qui ont toujours été dans l'entraide, et qui accompagnent aussi la personne qui est handicapée, qu'elle soit en caisse ou en rayon ou dans l'administratif. Voilà, on accompagne aussi le collaborateur comme on peut. Et juste, en termes de motivation, une personne handicapée, c'est triste à dire quand même, mais est certainement beaucoup plus motivée qu'une personne lambda qui souhaite se faire embaucher, parce qu'elle veut montrer et faire ses preuves. Moi, toutes les personnes que j'ai eues qui avaient un handicap, on les a toutes gardées. Alors qu'un employé qui poussait la porte du magasin, malheureusement, une fois sur deux, une fois sur trois, la personne ne la gardait pas. Donc, et peu importe le handicap. Je sais que la personne handicapée, pour lui, c'est très compliqué pour lui de se faire accepter. Et quand il se fait accepter dans une entreprise, pour lui, c'est tout l'or du monde. Donc c'est vrai que j'incite vraiment les professeurs et d'encourager justement les personnes qui ont un handicap de pousser les portes du magasin, parce que je peux vous assurer que derrière, c'est très bénéfique pour les magasins. Eh bien, merci. Effectivement, ça va nous interroger, nous aussi. Peut-être que finalement, on se met des barrières dans le fait d'aller solliciter les entreprises. On rencontrera le chef du bureau des élèves à besoins éducatifs particuliers après-demain qui vient, tant c'est une vraie problématique en CAP en fait. Samia, vous aviez une question? Bonjour à tous, bonjour. Alors déjà un petit constat. Une de nos intentions en tant qu'enseignants, c'est d'essayer de plonger nos élèves dans des situations professionnelles qui soient le plus authentiques possible. Nos élèves sont dans le cadre de l'alternance, même s'ils ne sont pas en contrat d'apprentissage, puisqu'ils effectuent ce qu'on appelle nous des périodes de formation en milieu professionnel.
Donc ça, voilà, c'était le premier constat. Ensuite, je voudrais m'appuyer sur un élément que vous avez dit, Monsieur Pougnet, mais en fait, je m'adresse à l'ensemble des professionnels. Alors, vous avez dit, et j'en viendrai ensuite à ma question, vous avez dit, donc les clients sont très proches de nos collaborateurs. Par contre, il a fallu qu'on se renouvelle. Donc, la question que je souhaite vous poser, que je mets en relation aussi avec l'écriture du référentiel du CAP, c'est tout d'abord de quelle manière est-ce que vous tendez à vous renouveler? Et si je peux me permettre, donc derrière une question, il y aura d'autres petites questions, je vais un petit peu tricher. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, donc je m'adresse à l'ensemble des professionnels, sur comment vous avez repensé l'organisation? Comment avez-vous aussi peut-être repensé l'espace, l'agencement, les espaces qui sont de plus en plus dédiés aux services? Voilà, je crois que... Alors, déjà, je vais commencer sur le service. Du coup, on a repensé le métier dans le sens où, en fait, on ne souhaitait plus sectoriser une personne sur un secteur. Donc, du coup, on a fait évoluer notre métier en rendant notre métier polyactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est en caisse, comme je le disais tout à l'heure, peut aussi bien être en caisse qu'en rayon. C'est une des problématiques qu'on avait il y a quelques années, c'est-à-dire que le caissier restait caissier et l'employé était dans les rayons et faisait de la mise en rayon. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, un employé qui est embauché, ou un alternant, hein, peu importe, on lui apprend tous les métiers. À savoir que dès l'instant où il a 18 ans, parce que c'est toujours pareil, on a aussi une contrainte légale, c'est que je ne peux pas mettre, par exemple, quelqu'un qui est en dessous de 18 ans en caisse. Ça aussi, c'est une problématique qu'il faut savoir. On a des contraintes aussi légales en termes de métier. Mais quand la personne a 18 ans, effectivement, on lui apprend aussi bien la caisse que l'accueil client, que la mise en rayon. Ça permet aussi de dynamiser un peu le rôle de notre employé, parce qu'il ne fait pas tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, ce qui fait que c'est moins rébarbatif. Après, concernant l'évolution de notre métier, effectivement, comme je vous le disais aussi tout au début, il a fallu qu'on s'adapte aux besoins des clients. Donc on a agrandi nos rayons bio, par exemple. On a créé des produits locaux. On a créé, alors je ne sais pas si ça va vous parler, des caisses SCO. C'est des caisses automatiques pour que ça aille plus vite aussi. On a des caisses hybrides. C'est-à-dire des caisses qui sont à moitié faites de temps en temps quand il y a des grosses affluences par des caissiers, et après le système peut également encaisser, faire de la caisse automatique. Donc on a évolué au niveau de la technologie, on a évolué en termes sociétal aussi pour répondre aux attentes des clients. Après les autres questions, je ne me rappelle plus trop parce qu'il y en avait plusieurs. Alors nous, sur la partie supermarché, c'est un peu plus compliqué parce que les espaces sont réduits. Donc c'est plus dans l'attente du client sur la marchandise, par exemple, sur le bio qu'on a agrandi. Sur l'assortiment, sur le produit local. Aujourd'hui, je travaille, on est sur un groupe de travail sur les produits locaux qu'on développe, qu'on souhaite développer. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur l'Île-de-France, il y a énormément de fournisseurs locaux avec lesquels on ne travaille pas forcément. Et aujourd'hui, on souhaite travailler avec eux. Moi, je suis comme toi, supermarché, donc le service, il y en a très très peu. Pour les métiers, on était déjà depuis des années sur de la polyvalence et on a souhaité rester sur la polyvalence qui est pour nous important. Parce que comme disait tout à l'heure mon collègue, oui, on veut que les clients n'attendent pas que ça soit rapide, mais derrière il y a aussi une question de rentabilité, etc. Donc à un moment de mettre un poste, ça aura un coût. On essaye également ce que tu disais, les SCO, donc les caisses automatiques. Or nous, pour l'instant, avec le peu de recul qu'on a, on s'aperçoit que finalement, nos personnes en caisse sont plus rapides que les caisses automatiques. Mais parce qu'il faut de l'expérience, il faut s'habituer. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'on aura toujours besoin de personnes en caisse. Voilà. Les métiers évoluent. C'est vrai que la transformation de l'humain, c'est ce qui prend le plus de temps, la conduite du changement. Donc on ne peut pas non plus réorganiser comme l'entreprise le voudrait. Derrière, il y a quand même des individus. On parle que les métiers en caisse sont amenés à disparaître. Nous, on ne le pense pas. Ils sont amenés à se transformer.
Clairement, l'hôte de caisse ou l'hôtesse de caisse, demain, elle fera beaucoup plus de services, elle vendra beaucoup plus de services qu'elle ne le fait aujourd'hui, même si elle le fait déjà. Oui, beaucoup plus de polyvalence, ça c'est certain, parce qu'on tend aussi un peu à casser, à décloisonner un peu ces rayons-là. On a aujourd'hui ouvert un nouveau concept où un manager, il vend aussi bien du fruits et légumes, de la marée, de la boucherie. Et finalement, c'est ce que souhaite le client, avoir son produit rapidement. Voilà, donc on est aussi amené à évoluer, mais l'humain prend du temps. Hein, on peut pas faire. Autant on peut changer, réorganiser un service proposé à nos clients, autant sur les métiers c'est plus compliqué. Et on réfléchit aussi en interne, dans notre centre de formation, à découper tous nos parcours de formation en blocs de compétences. On s'inscrit complètement dans la loi et demain, on va devoir individualiser encore plus nos parcours parce qu'un individu n'apprend pas de la même façon que son collègue. Et donc, bon, le diplôme a toujours sa valeur hein, sur un CV en France. Donc, nous, demain, on veut vraiment travailler sur l'employabilité des collaborateurs. Donc, on veut pouvoir proposer des diplômes à tous nos collaborateurs, mais voilà, il y a des individus qui avancent plus vite que d'autres. Donc on veut pouvoir les orienter vers des diplômes différents et on va aller chercher des blocs de compétences de diplômes pour que, au final, l'individu ait son diplôme. Une petite question complémentaire, le temps qu'elles prennent le micro. L'intitulé de ce nouveau CAP, comment vous le jugez au travers des évolutions que vous avez évoquées? Alors, il est dans l'air du temps. Équipier polyvalent du commerce. Alors moi j'aime bien la notion de commerce, mais c'est parce que pour le coup je trouve que c'est celle qui est la plus proche finalement. Même si on est, en tout cas pour les intégrer, des distributeurs, la finalité c'est que dans les points de vente on est des commerçants. Donc dans le sens le plus, pour le coup, le plus simple, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui est de mettre à disposition le bon produit au bon moment pour la personne. Les règles, enfin, et ça répond, et je boucle avec votre question, parce que finalement vous posez la question de ce qui est maintenant. Mais sauf que ce que aujourd'hui vos apprentis vont vivre en magasin, je peux vous assurer une chose, c'est que fondamentalement dans 5 ans, ça sera sans doute pas tout à fait la même chose. Et que ce qui est écrit ou ce qui était écrit il y a 10 ans sur la distribution se réalise un peu, mais pas trop. Donc il y a des choses qui avancent et par définition même, quand on parle de concept, c'est forcément quelque chose d'éphémère. Puisque le concept en tant que tel, il est lié pour être en lien avec l'ère du temps ou justement les attentes clients qui par définition sont mouvantes et changent. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément s'arc-bouter un concept en tant que tel. Bien évidemment aujourd'hui, si je prends l'hypermarché, parce qu'on en a un peu plus, on a effectivement une remise en avant des services, avec la mise en place de pôles services. Vous allez pouvoir venir chercher vos colis. On a même aussi des tentatives sur des pôles restauration complets, où le but, bien évidemment, c'est plus simplement de faire ses courses et d'y manger, etc., etc. Donc oui, on a ces évolutions-là. Maintenant, est-ce que c'est celles qui vont perdurer, qui seront pérennes? Fondamentalement, je pense qu'il vaut mieux se raccrocher quelque part, bien évidemment compléter de tout ce qu'on a dit sur les nouvelles technologies, mais regarder en tout cas à ce niveau-là d'apprentissage et de compétences que le métier a des fondements qui restent intangibles. Et le point de vente reste, malgré tout ce qu'on a entendu dire, et d'ailleurs Lidl en est la très belle démonstration, le point de vente a encore de l'avenir. Et le lieu même de magasin a du sens. Après, ce qu'on fait à l'intérieur, comment on l'anime, etc., ce qu'on y met, finalement, c'est presque annexe. Mais en tout cas, tout ce qu'on nous annonçait sur la digitalisation, en tout cas à 100% du commerce, n'est pas. Il y a toujours besoin de ce lieu de rencontre, ce lieu de vie. Et je remets ma casquette hypermarché, d'autant plus quand on est sur un magasin où il y a 20, 25 000 références. Donc, il faut expliquer pourquoi c'est intéressant d'y aller. Et pourquoi je dois investir du temps pour y aller. Et donc, quelle est ma contrepartie? Donc, les évolutions, partons du principe que de toute façon, elles ne font que s'accélérer.
On a tous dit qu'on était... on a une vingtaine d'années de distribution. Il y a des choses qu'on a vu évoluer et qu'on verra encore évoluer, quoi. Donc le titre commerce, moi j'aime bien parce que justement il joue sur l'intangible. Le commerce, c'est intangible, c'est une activité qui existe depuis globalement la nuit des temps. La polyvalence, on en a parlé, c'est pour le coup, alors là vraiment un élément essentiel qui est au cœur de toutes nos stratégies pour tout ce qu'on vous a expliqué. Et Équipier positionne effectivement par rapport au rôle que j'ai à jouer. Et je vous rejoins totalement sur ce que vous disiez au début. Ça montre que je fais partie d'un tout. Et un magasin, c'est ça. Et encore plus demain, parce que effectivement les effectifs sont relativement courts. Donc la solidarité ou le travailler en équipe est essentiel. Qu'on retrouve par exemple dans des référentiels qu'on utilise nous, qui sont par exemple le socle de compétences Cléa, qui lui par exemple valorise aussi ce travailler en équipe. Donc moi il me va bien. Une dernière question peut-être, si quelqu'un a encore une question. Oui, madame. Il s'agit d'une question qui porte sur l'impact sur la loi pour choisir son avenir professionnel, donc de 2018, sur le recrutement des apprentis dans les unités commerciales, dans leur ensemble. Non, absolument pas, parce que les écoles avec qui on a l'habitude de travailler nous concertent régulièrement. Et nous, les apprentis, on en a toujours besoin, que ce soit apprentis, alternants. Enfin, c'est devenu un mode de formation au quotidien. Donc nous, le changement de la loi nous a absolument pas perturbés. Pas sur la partie apprenti, en effet, sur d'autres thématiques, oui. Mais sur celle-ci, non. Je rejoins tout à fait. On continue, on est toujours dans le même modèle, on a toujours du besoin. Ça reste de mon côté. Alors moi j'ai envie de dire oui, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup plus de contrats de professionnalisation aujourd'hui chez Métro qu'on ne fait de contrats d'apprentissage. Même si on est très au-dessus du taux alternant chez Métro, on est à plus 6%. Mais pour autant, voilà, on s'est dit, pourquoi on fait plus de contrats de professionnalisation? Pourquoi? Parce que peut-être le référentiel est plus souple, plus adapté, et le fait que maintenant, par la voie de l'apprentissage, on va pouvoir aussi travailler par bloc de compétences avec vous, les professionnels, on se dirige de plus en plus vers l'apprentissage. Voilà. C'est pour l'instant même constat, hein. Chez nous, c'est pour l'impact n'est pas, en tout cas sur la partie apprentissage de cette loi, est encore pas forcément très, pour le coup, très impactant. Je pense que c'est comme toutes les choses, il faut du temps pour changer les habitudes. Et aujourd'hui, là, sur 2019-2020, on vit encore sur le trend des relations que l'on avait nouées et de toute façon des habitudes que l'on a. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent vraiment, parce que je pense qu'on en est un peu qu'au début, on sent vraiment de toute façon une volonté de repositionner en tout cas l'apprentissage par rapport aux différents dispositifs. Donc nous, ça fait partie des réflexions sur des mix contrats bien évidemment pour l'intégration de la manière dont on va forcément rééquilibrer les choses et éventuellement essayer de les piloter. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos éclairages qui viennent complètement nous donner le paysage des attentes et de l'évolution du secteur, alors qui corrobore un petit peu tout ce qu'on a entendu les uns et les autres lorsqu'on a rencontré des représentants de la profession, même si effectivement vous représentez essentiellement plutôt la grande distribution, plutôt à dominante alimentaire. Bon, on n'a pas réussi à pouvoir avoir des intervenants, même si c'était prévu initialement, qui représenteraient plus le petit commerce indépendant de proximité, mais je pense que ce que vous avez dit est tout à fait transférable à l'ensemble des attentes de la profession. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer et de la qualité des échanges.